Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, merci de regarder Vox Africa. Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'intelligence du monde. Nous poursuivons ce soir notre série consacrée aux ressources minières sur le continent africain avec à l'examen un nouveau pays, la République démocratique du Congo. Un pays dont la seule évocation renvoie à un conte de fées tant les richesses sont énormes, mais aussi le climat sociopolitique instable, ce qui plombe même le développement de ces richesses. Alors, République démocratique du Congo, ressources mal gérées ou malédiction de la nature, c'est l'objet de cette édition de l'intelligence du monde. D'entrée de jeu, pour entamer la deuxième partie de ce programme, une partie interactive, nous avons 4 invités. Je vais commencer par Idriss Linge, qu'on ne te présente plus en réalité, tant tes connaissances nous sont précieuses dans ce programme. Idriss, voilà, on attaque aujourd'hui la RDC. D'entrée de jeu, quel bilan ? Disons que la République démocratique du Congo est malheureusement un territoire, un pays que beaucoup d'Africains peut-être ne connaissent pas. Je veux dire, nous qui vivons au Cameroun, on en entend parler un peu plus, peut-être parce qu'ils sont nos grands voisins, mais ce serait difficile, je pense, pour un Sénégalais ou pour un Mauritanien ou même pour un Éthiopien de situer exactement la RDC sur la carte de l'Afrique. Et pourtant, elle est d'ailleurs le pays qui consomme le plus de ressources des Nations Unies en termes de force de maintien de paix sur une très longue période. Et elle est aussi, c'est aussi le pays, pas elle, c'est aussi le pays qui a été le plus la victime des effets collatéraux de la bataille des puissances et des multinationales étrangères pour le contrôle d'un sous-sol dont les richesses n'en finissent pas d'éblouir le monde. Donc c'est vraiment intéressant de parler de la RDC, de parler de ce pays dont les ressources ne profitent pas aux populations, en partie parce qu'on a eu des dirigeants qui n'étaient pas très proches des intérêts de leur population, mais aussi peut-être parce que ces dirigeants n'avaient pas trop le choix. Les batailles et les conflits qui s'y déroulent étaient largement au-dessus de leur capacité à maîtriser. Justement, en face de vous, le deuxième panéliste, René Bidias, merci d'être venu sur Vox Africa. Vous êtes co-auteur de la première crise congolaise racontée aux Camerounais, c'est paru en juin 2018 aux éditions L'Harmattan. De manière générale, j'ai envie de vous demander, je n'ai pas encore lu, de quoi est-ce qu'il est question? Oui, écoutez, merci de m'avoir invité à cette émission, à ce banquet du savoir. Effectivement, la RDC, comme venait de le dire Idriss, c'est un pays atypique en Afrique subsaharienne. Un atypisme qui est façonné non seulement par la géographie et l'histoire coloniale particulière de ce pays, mais aussi par le florilège ou l'ensemble des conflits qui jalonnent l'histoire sociopolitique de ce pays depuis son accession à l'indépendance le 30 juin 1960. Donc, c'est dit que l'intérêt des chercheurs et même de la presse, n'est-ce pas, pour ces pays ne s'est jamais démenti. C'est d'ailleurs ce qui justifie cette émission. Et dans le même sens, le professeur Jean Koufane Menkele et moi, nous nous sommes penchés sur ces pays, étant donné l'actualité politique dans ces pays depuis pratiquement 2 ans. Nous avons décidé de revisiter un pan de l'histoire politique de ces pays, notamment ce que les chercheurs appellent la première crise politique congolaise, pour 2 raisons. D'abord, la première raison parce que, de notre point de vue, cette crise, les facteurs qui se sont conjugués pour produire cette crise sont demeurés quasiment des invariants dans la suite, n'est-ce pas, des problèmes politiques que ces pays vont connaître. Peut-être que nous y reviendrons dans le débat. Et ensuite, nous avons décidé surtout de regarder, de revisiter cette crise à travers le regard de la presse camerounaise, notamment l'agence camerounaise de presse et la presse du Cameroun, dans un contexte politique, un contexte de politique intérieure caractérisé par la contestation du régime en place, à l'époque par un mouvement nationaliste qui s'appelait l'UPC, et des liens qui existaient entre l'UPC et le MNC de Patrice Émeric Lumumba. Cette première crise, il y a une personnalité effectivement qui est au cœur de cette crise qui s'appelle Patrice Émeric Lumumba, qui va susciter non seulement une révocation, un assassinat, et puis ses partisans qui vont décider de reprendre la revanche, la rébellion des Moulélistes, de Pierre Moulélé et Gaston Soumalio, qu'on a appelé les Lumumbistes.
Et il y a eu des impacts, n'est-ce pas, au niveau du Cameroun, étant entendu que le MNC de Lumumba était soutenu avec des liens de fraternité idéologique et même un certain soutien avec l'UPC au Cameroun. On a donc décidé de voir, dans ce contexte particulier, marqué par un régime qui était contesté à l'intérieur, dont la légitimité était contestée, dans un contexte politique camerounais marqué par la répression, par la loi sur la censure, comment est-ce que la presse camerounaise a rendu compte de ces événements du Congo, n'est-ce pas, au public camerounais de l'époque. On a donc constaté qu'il y avait des biais, effectivement, des fausses informations ou des biais dans la manière dont les informations étaient relatées, qui ne provenaient pas uniquement du fait que la presse elle-même, elle était s'abreuvait auprès des agences de presse internationales, mais qui était également influencée par le contexte politique intérieur du Cameroun. Le principe étant tout simple, c'est que mon ennemi, l'ami de mon ennemi ne peut qu'être mon ennemi. Donc, les informations ne pouvaient qu'être censurées, ne pouvaient qu'être biaisées. En fait, les autorités politiques au Cameroun n'avaient pas intérêt à laisser passer des informations qui faisaient par exemple l'apologie de Patrice Emery Lumumba. Donc c'est un peu la trame, n'est-ce pas, de cet ouvrage qui vient d'être publié. Justement, un ouvrage qui révèle au moins une chose, la République démocratique du Congo, c'est votre domaine et vous en savez exactement. En face de vous, on a Taleb Salambi. Vous êtes chercheur en relations internationales. Merci d'être venu sur Vox Africa. C'est moi qui vous remercie. D'entrée de jeu, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, une seule image vient, l'instabilité, la guerre, l'insécurité. J'irai plus loin, il n'y a pas que l'instabilité, la guerre et l'insécurité. La RDC, c'est un pays qui a une vocation d'abord africaine, si je dois paraphraser ou suivre la phrase de Frantz Fanon qui disait « l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo ». Il a dit bien avant notre ère et cela se vérifie jusqu'à présent. Je voulais dépasser cette pensée pour dire que la RDC a même une vocation mondiale. Parce que si vous regardez ce qui se passe actuellement, dans la poche de chacun d'entre nous, il y a un morceau de la RDC. Là, je voulais parler du coltan, qui est une matière première dont 80% des réserves se trouvent en République démocratique du Congo. Nous reviendrons là-dessus sûrement dans les débats. Ce que je voulais faire comprendre, c'est que la RDC peut aller au-delà de cette figure qu'elle présente aujourd'hui et va aller au-delà. Justement, nous en reviendrons certainement. Le dernier panéliste sur ce plateau, dernier mais pas les moindres, c'est Jean Mbala. Vous êtes directeur exécutif du Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire. L'occasion peut-être de nous en dire un peu plus sur le centre. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et le Centre régional africain pour le développement endogène et communautaire est une association de droit camerounais d'appui au développement. Elle travaille donc dans ce sens sur l'accompagnement des communautés à la base et depuis un certain temps, nous sommes articulés sur les questions de gouvernance budgétaire au Cameroun en particulier et en Afrique de manière générale. Donc aujourd'hui, nous avons une particularité de travailler sur les questions de fiscalité, justice fiscale en lien avec la lutte contre les flux financiers illicites en Afrique. Comme vous pouvez le savoir, c'est une question qui plombe les économies africaines dans le sens de la mobilisation des ressources domestiques qui constitue l'un des enjeux pour l'atteinte des objectifs de développement durable comme nous le savons en 2030. Et à partir de ce moment, nous pensons que c'est très important que les États africains, les citoyens africains, les organisations de la société civile s'intéressent sur cette question de mobilisation de ressources et de dresser des stratégies pour lutter contre les flux financiers illicites, qui sont en réalité l'un des canaux où l'Afrique perd véritablement ses ressources naturelles, comme on l'a vu tout à l'heure, le cas du Congo, et bien d'autres, dans ce sens, avec l'exploitation des ressources naturelles en général et minières en particulier. Merci beaucoup, Jean Mbala. Voilà les présentations. En fait, on va directement entrer dans le vif du sujet. Je vais peut-être commencer avec toi, Idriss. Lorsqu'on parle de République démocratique du Congo, même si le côté sécuritaire flanche un peu, je le disais, mais aujourd'hui, en termes de ressources naturelles, quelles sont réellement les capacités de la République démocratique du Congo? Disons que le potentiel est aujourd'hui difficile à évaluer parce que les recherches n'ont pas pu être complètement bouclées. Au-delà du sous-sol qui est
qui aujourd'hui prouve avoir été extrêmement riche en cuivre, en coltan, qu'on a découvert récemment. Et même, on parle aussi d'un certain nombre de contenus en termes de lithium et d'autres minéraux qui sont exploités dans ce pays. Il y a un écosystème forestier très important parce qu'il faut dire que la RDC est aussi pratiquement 60 à 68% du bassin forestier d'Afrique centrale avec des centaines d'espèces de faune et de flore qui sont carrément sous la protection et qui sont des espaces qu'on ne peut pas encore explorer et qui certainement rengorgent de pas mal de richesses. La RDC, c'est aussi un bassin hydrographique, mais incroyable, avec des eaux d'eau douce comme il n'en a nulle part au monde en réalité, en termes de volume de mètres cubes d'eau. Et donc aujourd'hui, on ne peut donc pas véritablement parler du potentiel congolais avec précision. Mais ce qu'on peut dire, et ce qui est vrai, c'est que ce potentiel est tellement important qu'il a attiré les plus grands. Glencore, les grandes entreprises chinoises, les grandes entreprises israéliennes et aujourd'hui de plus en plus les grandes entreprises en provenance de Chine, des États-Unis, d'Europe et de Russie. Et puis, ce potentiel a aussi été à l'origine de très gros conflits qui, au-delà du peuple congolais, je veux dire, c'est émouvant de savoir que des tas de gens se tirent dessus pour un minerai qu'ils n'utilisent même pas au final, parce que même l'or là-bas est exploité par d'autres. Ils ont carrément été le siège, le lieu où a été tué tout un secrétaire général de l'ONU, Danamas Kodj, qui est mort jusqu'à aujourd'hui. On ne sait pas si c'était un accident mécanique ou si c'était un attentat, parce qu'à l'époque, il partait négocier des accords de paix dans l'enclave de Cabinda, qui est l'une des zones les plus riches, et qui même d'ailleurs possède aujourd'hui des ressources qui ont permis à l'Angola d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Donc la RDC, c'est vraiment, comme il a dit, c'est la gâchette. Et il faut vraiment voir que si on stabilise la RDC, on stabilise la RCA, qui est son voisin aussi en termes de frontières, je pense que toute l'Afrique peut se retrouver dans un processus de développement qui n'aura plus de fin. Donc je pense que c'est un gros travail qu'il faut faire et malheureusement on n'a pas fini de découvrir les richesses de la RDC. Je ne sais pas si c'est le travail de la Banque mondiale qui permettra d'y arriver, mais voilà. Justement, je me retourne vers toi, Caleb. Tu as évoqué tout à l'heure le coltan, qui est utilisé essentiellement dans la fabrication du téléphone, l'une des pièces maîtresses. Mais justement, Idriss a parlé de la carte géographique, la carte minière qui est en train de dessiner la Banque mondiale. Quel espoir est-ce qu'on devrait y fonder sur la RDC? Tant que la cartographie des matières premières de la RDC n'est pas faite par les Congolais, il n'y a pas grand espoir, il n'y a pas grand-chose à y attendre. Puisque justement, cette cartographie, qui, je dois dire, existait déjà à l'époque coloniale, chaque pays africain avait une carte physique et une autre carte qui concernait uniquement les matières premières. Mais ce qui se constate aujourd'hui, c'est que cette cartographie ancienne est un peu dépassée parce qu'on découvre de nouvelles réserves qui n'existaient pas jadis, au fait qu'on ne connaissait pas jadis. Et si la première cartographie a servi aux intérêts prédatrices venus d'ailleurs, ce n'est pas la nouvelle qui va servir directement aux attentes de la République démocratique du Congo. J'aimerais que dans l'avenir, l'Africain ou le Congolais prenne l'initiative de son destin. Tout à l'heure, vous aviez parlé de l'instabilité qui jaillissait directement à l'esprit. Bon, personnellement, quand je regarde la RDC, moi je vois autre chose. Je vois un immense pays avec un énorme potentiel, mais qui n'assume pas son destin. Tout doit partir de là. Tant que la RDC n'assume pas son destin, tant que son destin est dicté de l'extérieur, il n'y aura pas de grands espoirs à fonder pour ce pays. Je veux parler de sa population particulièrement. La RDC aujourd'hui, il faut le dire, c'est quand même 24 000 milliards, s'il vous plaît, de dollars en ressources humaines. Et ça, ce sont des stats anciennes, avant 2010, qui ont été produites.
Aujourd'hui, on a dépassé de très loin ces potentiels. Cette cartographie dont vous parlez d'ailleurs, la Banque mondiale y met un peu plus d'1 milliard de dollars. Ça, c'est justement pour savoir et contrôler. Celui qui a l'information, c'est celui qui contrôle. Et ne vous en faites pas, quand cette cartographie sortira, on ne va pas l'offrir aux pays africains. Ça sera contrôlé de l'extérieur. Justement, ça m'amène à me retourner vers toi, René Bidias. Est-ce que cette cartographie n'aurait pas pu être faite par des Congolais pour le cas d'espèce? Oui, je pense effectivement que la question se pose. Et tout à l'heure, les deux précédents copanélistes ont évoqué chacun la question de l'actualisation des données existantes. Il y a un besoin d'actualisation compte tenu des nouvelles ressources qui ont pu être découvertes. Mais la question que vous posez renvoie à une problématique extrêmement plus grande, qui est celle de l'exercice de la souveraineté par les pays africains. Et de mémoire d'historien, il faut dire que la question de la souveraineté sur les ressources naturelles, elle ne date pas d'aujourd'hui, elle date des années 60, dans le cadre d'un grand mouvement qu'on a appelé les revendications pour le nouvel ordre économique international, que les pays du tiers-monde, dans la perspective du dialogue nord-sud, les pays du tiers-monde, dont les pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, vont engager à partir des années 60 pour contester les injustices, n'est-ce pas, de l'ordre économique international qui existe à l'époque. Et le premier principe de ce nouvel ordre économique international était le principe de la souveraineté sur les ressources naturelles. Souveraineté permanente. Pourquoi? Parce que pendant cette période, il y avait un principe simple. Et ce sont les Américains d'ailleurs qui vont mieux l'appliquer. Les ressources naturelles, pour les grandes puissances, c'est un bien commun de l'humanité qui appartiennent à tout le monde, ou alors qui appartiennent à ceux qui peuvent les exploiter. Donc il n'est pas question qu'un pays, sous quelques prétextes, puisse pouvoir dire que c'est sa propriété. Et c'est ce qui justifie qu'il y ait eu un certain nombre d'interventions, y compris des coups d'État de certaines puissances dans certains pays, pour renverser des dirigeants qui avaient tenté de nationaliser, par exemple, un certain nombre de ressources. On a connu le cas au Chili, lorsque Salvador Allende est renversé par le général Pinochet avec l'aide de la CIA américaine. On a connu en Afrique avec Amani Diori au Niger, parce qu'il voulait donner l'uranium, il voulait confier l'uranium aux Allemands, mais les Français ont pu concocter, n'est-ce pas, son départ du pouvoir. Eh bien, les pays africains, les pays du tiers-monde vont contester donc ces principes pour aller vers un principe, celui de la souveraineté sur les ressources naturelles. Malheureusement, c'est resté vraiment de l'ordre de la rhétorique. Ce principe n'a pas pu être véritablement appliqué, non seulement parce que les grandes puissances ont tout fait pour le torpiller, parce que vous comprenez que c'était, n'est-ce pas, aller à l'encontre des puissants intérêts qui avaient été établis depuis la période coloniale. L'une des motivations de la colonisation, c'était les profits que comment on va dire ça, que les investissements dans les ressources, dans l'extraction ou la production de ressources naturelles rapportaient aux puissances coloniales. Et le pacte colonial réservait donc l'exclusivité des ressources naturelles des colonies à la puissance coloniale. Et ce pacte colonial va être quasi contractualisé lorsque les pays africains accèdent à l'indépendance dans ce qu'on appelait les accords de coopération qui seront signés. En tout cas, pour le cas des pays d'Afrique noire francophone, l'une des conditions pour accéder à l'indépendance, c'était signer les accords de coopération. Et dans ces accords de coopération, il était stipulé que les ressources naturelles, dont les sous-sols, appartiennent à la France, à la puissance, à l'ancienne puissance coloniale. Donc il fallait contester tous ces principes-là. Il y a eu des révisions des accords de coopération dans la première moitié des années 70, mais les pays africains ne se sont pas dotés à la fois, n'est-ce pas, des capacités, que ce soit logistique ou ce soit technologique, pour pouvoir exercer véritablement la souveraineté sur leurs ressources naturelles en termes de propriété, en termes de maîtrise du marché et même en termes d'exploitation. C'est ce qui justifie qu'une carte comme celle-là, aujourd'hui, puisse être établie par la Banque mondiale qui, elle, est toujours impliquée dans les questions liées aux ressources naturelles en Afrique depuis pratiquement les années 80, parce qu'on peut penser que c'est le fruit du hasard, que non. La Banque mondiale suit de près
les problèmes qui sont liés aux ressources naturelles en Afrique à travers un certain nombre de programmes. Par exemple, elle intervient dans le financement de l'ITIE, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. C'est elle qui patronne d'ailleurs le volet international du financement de cette initiative-là. Et la Banque mondiale a développé une expertise dans la compréhension des conflits en Afrique après la Deuxième Guerre mondiale à travers sa théorie du Greed and Grievances, qui malheureusement a été reprise par a fait office d'autorité sur la scène internationale sur la question. Donc, la question que vous posez pour me résumer est que on se serait attendu effectivement que ce soit les puissances, les pays africains eux-mêmes qui se livrent à de tels exercices. Mais je pense qu'au-delà des questions, des problèmes d'ordre technique ou des problèmes d'ordre technologique, je pense qu'il doit également y avoir, n'est-ce pas, un certain nombre de blocages justement de la part de ces grandes puissances et de ces multinationales qui, elles, travaillent aussi à ce que les pays ne puissent pas contrôler effectivement ce secteur-là parce que c'est un secteur extrêmement juteux. Aujourd'hui, la Banque mondiale veut une carte, certainement comme il a dit, parce que ça lui permettra de doter les investisseurs occidentaux d'un instrument qui leur permet aujourd'hui de mieux se positionner, surtout qu'on note de plus en plus un intérêt grandissant de la Chine pour les ressources naturelles africaines, notamment la RDC. Peut-être on va y revenir. Et on voit le retour de certains acteurs de la guerre froide tels que la Russie. Et on peut comprendre, n'est-ce pas, cet intérêt, ce regain d'intérêt de la Banque mondiale, parce que dans un contexte de compétition et de concurrence, il est aussi question de doter les investisseurs occidentaux, les firmes multinationales occidentales qui travaillent dans ces secteurs, d'un instrument qui leur permet de se positionner de façon avantageuse dans le secteur. Oui, justement, Jean Bala, j'ai envie de me tourner vers toi et te dire, la nature a horreur du vide. Si peut-être cette carte avait été réalisée par les Congolais, la Banque mondiale ne serait peut-être pas aujourd'hui en train de cartographier. Mais pourquoi, comment expliquer que malgré tout ce potentiel qui est connu, aucun Congolais n'ait jamais pensé à réaliser cette carte? En réalité, on ne va pas dire que la nature a horreur du vide. Parce que tel que M. Bidias vient de décrire, il y a eu un travail qui a été fait, bien pensé, systématisé, et qui va dans le sens, j'allais dire, de confirmer le rapport de force qui existe entre les grandes puissances et les pays africains, dotés essentiellement de richesses telles que le Congo et bien d'autres. Mais vous comprenez qu'à partir de l'histoire, ces grandes puissances ont certainement vu quelque chose en ces pays africains comme étant des périmètres qu'il faut absolument contrôler. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation de rapport de force telle que, malgré que les Africains, les pays africains indépendants ont pris conscience, se posent ces mêmes questions que nous sommes en train de nous poser aujourd'hui, mais le rapport de force est tel que nous ne pouvons pas arriver à nous définir personnellement, individuellement, même de manière souveraine, comme on le dit, l'établissement du potentiel qui existe, parlons du cas du Congo. La vision minière africaine, les chefs d'État africains et du gouvernement ont décidé en 2009 de mettre en place ce qu'ils appellent une feuille de route, une vision minière africaine. Et dans la vision minière africaine, il est clairement l'un des piliers, il est clairement stipulé que l'Afrique doit avoir un système d'information géologique qui établit le potentiel qui existe dans nos sous-sols, n'appartenant pas au pays comme l'a évoqué l'historien, mais aujourd'hui nous le connaissons, les richesses du sous-sol appartiennent à l'État. Et chaque État veut faire cet effort-là pour pouvoir contrôler, connaître le potentiel de son sous-sol et pouvoir le gérer avec les moyens qu'ils ont. Donc, au niveau du Congo, qui ne fait pas l'exception, ça il faut le reconnaître, les choses sont telles que les grandes puissances qui ont établi un système de contrôle, de maîtrise pour l'exploitation de ces richesses à travers les multinationales vont continuer à développer des systèmes. Et il y a cette asymétrie entre nous, c'est-à-dire que au Congo, aujourd'hui, nous savons que nous sommes très riches parce qu'on a du coltan, on a ceci, on a du cobalt. Mais, Idriss l'a dit, on est en tant que Congolais, en tant qu'Africains, on est incapable de pouvoir dire exactement ce que nous... Et nous sommes donc bien obligés d'aller vers ces partenaires
dont le financement est toujours, j'allais dire, la pièce angulaire, et pour que ce soit la Banque mondiale, pour que ce soit d'autres puissances qui viennent évaluer ces richesses-là et nous disent, et Dieu seul sait, si effectivement, lorsqu'on a dressé la carte et on vous dit, voilà ce que vous avez, si c'est effectivement ce que la carte nous dit et si c'est effectivement ce que nous avons. Justement, lorsqu'on parle de la République démocratique du Congo, il y a toujours un thème qui revient, les puissances étrangères, mais de manière générale, quelles sont les puissances en fait qui sont en présence en République démocratique du Congo? Disons que, tu poses une bonne question, parce que quand il développait, la vérité c'est qu'on voit beaucoup ce que font les multinationales étrangères. Elles sont connues, je veux dire, si tu vas voir dans le rapport de Glencore te dit exactement ce qu'il fait. Glencore, c'est le leader mondial du trading des matières premières. C'est une entreprise de Suisse, la Suisse n'a aucun minerai connu, sauf si je me trompe, mais ils sont leaders dans le trading des matières premières dans le monde. Nous, on doit se poser des questions. On retrouve aujourd'hui des Chinois, des Russes, mais la question que tu poses est fondamentale en ce sens que nous parlons beaucoup de l'influence des puissances étrangères, mais nous parlons peu des minéraux qui sont exploités directement par des groupes de pression congolais eux-mêmes. Je veux dire, aujourd'hui, nous avons des territoires, des pans entiers du territoire congolais qui sont contrôlés par des gouverneurs qui eux-mêmes attribuent des titres d'exploitation. C'était le cas au Katanga. Par exemple, à des opérateurs, et qui tirent pleinement profit de cette exploitation pas toujours contrôlée, et qui d'ailleurs utilisent cette position-là parfois pour faire pression sur le gouvernement central, le pauvre, qui est loin à Kinshasa. Parfois, il n'y a pas de route directe entre Kinshasa et les endroits concernés. Pour y aller, il faut prendre l'avion, et c'est parfois l'avion de l'ONU. Parce que les seuls avions qui volent et qui sont crédibles là-bas, c'est les avions de l'ONU. Donc, vous voyez, je crois donc qu'il y a eu la pression des multinationales étrangères, il y a eu une prise de conscience d'un certain nombre de leaders internes au Congo, mais malheureusement, cette prise de conscience a tourné vers la rente personnelle, et ça a donné lieu plutôt à des chefs de guerre. Je vais pas mal parler de lui, mais Bemba, c'est quand même quelqu'un qui ne peut pas expliquer comment il a fait pour avoir sa fortune et avoir son armée qui lui a permis de mener la guerre lorsqu'il faisait la guerre au Congo, avant d'être emmené à la CPJ et puis avant d'être ramené. Katumbi, comment il s'appelle, Moïse Katumbi, il est milliardaire ce mec. Je veux dire, où est-ce qu'il a trouvé sa fortune? Ça n'a pas de sens. Aucun Congolais, tout comme aucun Africain, n'a la légitimité d'être milliardaire, millionnaire en centaines, en dollars. Ça n'a pas de sens. Nous ne sommes pas une génération qui devons avoir autant de fortune. En réalité, c'est des gens qui ont tiré profit de ça. On n'en parle pas beaucoup. On ne parle pas beaucoup de l'impact négatif du leadership local qui a emmené avec eux des fauteurs de trous, parce qu'une fois que tu vas exploiter et que tu sens que tu auras un contrepoids, tu amènes des partenaires extérieurs. Et je vais te dire, le cas de la RDC se multiplie au Cameroun, avec beaucoup plus de douceur. Par exemple, au Cameroun, dans la zone de l'Est, tout l'or de la zone de l'Est a été exploité par des Chinois, mais avec des complicités locales, parce que techniquement, un Chinois ne peut pas opérer sur une surface artisanale. Et une partie importante de la ressource minière en RDC est exploitée de manière artisanale. Lorsqu'on parle de l'or, lorsqu'on parle du diamant, lorsqu'on parle, et même d'une certaine mesure, le cuivre est exploité de manière artisanale. Et qui leur donne cette légitimité-là? Puisque le Code congolais ne reconnaît pas le pouvoir d'artisanat à des entreprises étrangères. C'est des leaders locaux qui utilisent leurs permis qui se sont octroyés et qui appellent des partenaires extérieurs. Et quand leurs intérêts sont en danger, ils ouvrent des conflits. Le gouvernement central s'occupe à régler des conflits, et pendant ce temps, avec des forces de sécurité, on pille le pays. Je me retourne vers toi, Caleb. Justement, Idriss fait part d'un aspect qui est très important, la place en fait des exploitants locaux en RDC. Elle n'est pas très connue, justement. Je voulais justement commencer par là, si vous n'aviez pas orienté la question. Pour mettre un peu un bémol, dans l'ancien code minier de 2002, on évoque justement le problème de l'artisanat
qui se faisait un peu trop présente. On ne peut pas laisser les gens exploiter les richesses d'un pays sans contrôle, sans mettre tout dans les canons juridiques du droit. Alors, les artisans, les exploitants artisanaux sont bel et bien repris dans l'ancien code minier et d'ailleurs reconduits aussi dans le nouveau code minier qui a été voté il n'y a pas longtemps. Leur place est essentielle dans la mesure où ces exploitants artisanaux, si je peux les appeler ainsi, permettent parfois le recueillement des richesses du pays à des endroits où certaines sociétés, certaines grandes firmes n'arrivent pas. Ce sont comme des petits sous-traitants, puisque quand ils recueillent, et bien sûr qu'ils vont vendre quelque part. Mais rassurez-vous, c'est réglementé et c'est pris en compte par le code minier. Maintenant, pour revenir à la question d'origine, où vous aviez parlé des grandes puissances, il faut dire que par rapport à ce destin que la RDC n'arrive pas justement à assumer, la RDC, depuis la période de la guerre froide, a servi en quelque sorte d'état pivot pour briser les glacis de l'installation du communisme en Afrique centrale. On est sans ignorer que d'une part, au Congo-Brazzaville, il y avait le communisme qui s'était installé et aussi en Angola. La RDC servait d'état pivot justement pour essayer de contrecarrer l'épanouissement du communisme en Afrique centrale. Et en contrepartie, on offrait beaucoup de privilèges à certains de ses dirigeants. Celui qui en a le plus bénéficié, c'est bien entendu le maréchal Mobutu, qui aussi, à un moment donné, s'est vu un peu rejeté. Vous vous souvenez de son discours en 1973 aux Nations Unies, où il a revendiqué la souveraineté de la RDC sur ses matières premières. Sauf que nous savons très bien comment le maréchal est arrivé au pouvoir. Il ne devrait pas cracher dans la soupe qu'il a nourrie. Et c'est là que le vrai problème de la RDC commence, jusqu'à ce qu'en 1990, on quitte l'époque du bipolarisme pour entrer dans une autre ère en Afrique et dans le monde entier. Et là, la RDC, le monde où les grandes puissances qui profitent de la RDC devraient trouver une autre formule. Là, je vais parler des États-Unis, qui étaient d'abord, ça ne s'ignorait pas, hein, partout à Kinshasa, tout le monde savait que Mobutu c'était un agent de la CIA et qui servait beaucoup aux intérêts des États-Unis. Maintenant que la situation mondiale changeait, il fallait chercher quelqu'un d'autre pour pérenniser justement ce système de prédation internationale. C'est là qu'intervient la guerre et le génocide au Rwanda, puisque en ce moment-là, le président Mobutu, en disgrâce, qui ne pouvait plus garantir tous les intérêts des grandes puissances, je venais de citer les États-Unis, il y avait, et il y a toujours eu même, la Belgique, qui est dans notre langage. Dans notre langage, les Congolais qui me suivent vont reconnaître ce que j'ai dit, on les appelle les Noko. Noko qui veut dire oncle. Vous voyez un peu, oui, la Belgique d'ailleurs. Il y a un grand symbole de la RDC en Belgique, l'atomium. Ces grosses boules, un peu comme si c'est le cuivre de la RDC qui construit tout cela. C'est la matière première venue de la RDC qui construit tout cela. Et vous voyez donc, avec ce système mondial qui se désagrège, on se retrouve dans un état, non pas d'état pivot, mais d'état client. Avec la guerre qui vient du Rwanda, cette guerre, où en avril 1994, il y a eu attentat contre l'avion du président Habyarimana, ne visait que le contrôle de la RDC à partir de l'Est, qu'on appelle généralement le Congo utile. Voyez-vous un peu ce qui s'est passé dans ce pays. Et maintenant, pour suivre l'avis d'Idriss, aujourd'hui, il y a une grande difficulté justement entre le gouvernement central et les gouvernements provinciaux, parce que dans la décentralisation congolaise, chaque province, jadis on en avait 11, aujourd'hui on en a 26. Chaque province, et à l'époque on avait encore 11 provinces, il y avait deux provinces qui étaient un peu plus grandes que le Cameroun, pour un peu vous dire, la province du Katanga par exemple, qui est à 495 000 km². Je crois que ça fait 20 000 km² de plus que le Cameroun. Et puis la province orientale qui en avait 505 000 km². Vous voyez un peu. C'est un peu pour vous représenter ce que ça voulait dire. Et à l'époque, jusqu'à présent, chaque province a son gouvernement.
chaque province a un parlement, c'est une sorte de décentralisation un peu plus poussée. Sauf qu'il manque de courroie de transmission assez fluide entre le gouvernement central et le gouvernement local. Vous voyez un gouvernement décentralisé. Le fort enrichissement de certains élites locaux dont je n'aimerais pas citer le nom pour le moment. Pour le moment, en tout cas. Jean Mbalambala, est-ce que finalement la suite d'Idriss et de Caleb Salambi, est-ce que le problème justement de la RDC, du moins pour revenir à l'artisanat local, serait que cet artisanat ne serait pas un peu trop artisanal au point de devenir industriel? Non, disons qu'au départ, comme l'a dit Idriss, le Congo a souffert énormément d'une exploitation, on pourrait dire entre guillemets illégale, ou alors illicite, dans ce sens que, comme Idriss l'a illustré, c'est-à-dire que vous avez des propriétaires, c'est-à-dire que des parcelles, comme nous avons, je ne sais pas, le café, le cacao ici, mais vous avez des Congolais qui sont propriétaires de parcelles d'exploitation minière, ce qui est, à mon sens, comme on l'a dit au départ, la ressource appartient à l'État. D'où l'enrichissement, disons, l'affairisme, l'enrichissement, les coalitions, les collaborations, des partenariats que les uns et les autres ont tissés avec des grandes puissances, des partenaires. Il a évoqué le cas du Cameroun aujourd'hui, que l'on connaît à l'Est, avec le concours que les nationaux doivent aussi bénéficier, j'allais dire, de la ressource naturelle. Mais aujourd'hui, ce bénéfice-là est négocié avec des Chinois qui partent dans de la dimension artisanale et font de l'industrie. C'est semi-mécanisé, mais en réalité c'est terrible. Mais de manière tout à fait une autre dimension. Mais nous on a fait des sites, tu vas continuer, on a fait des sites en RDC où il y avait une semi-mécanisation poussée avec de l'appareil venu par exemple d'Afrique du Sud. Et là c'était vraiment plus des artisans, c'était véritablement des structures bien organisées qui généraient vraiment du cash. Donc, Jean Mbalambala, oui, donc la RDC a longtemps souffert de cette situation et comme Khaled l'expliquait tout à l'heure, du fait qu'il n'y ait pas de connexion véritable entre le pouvoir central et les gouvernements provinciaux, cela a fait en sorte que, bon, chaque province ou chaque gouverneur a développé son industrie, sa rente de ce côté-là, et des gens se sont enrichis au détriment de l'État et de la population en général congolaise. Ce qui fait en sorte que, lorsque nous exploitons, par exemple, le rapport sur les flux financiers illicites en Afrique, le Congo a perdu pratiquement, d'après le rapport de Global Financial Integrity, 11% de son produit intérieur brut en flux financiers illicites entre 2002 et 2015. Et 11% du produit intérieur brut, en fait, ça représente quand même des ressources qui pouvaient, j'allais dire, ne serait-ce que construire des routes entre Kinshasa et telle capitale provinciale, ainsi de suite. Mais ces choses-là sont de manière à ce que, bon, ceux qui étaient aux commandes de part et d'autre en ont tiré leur épingle du jeu. Et comme Idriss le disait, oui, il y a la complicité ou la pression des puissances internationales, mais aussi cela a profité à pas mal de citoyens congolais individuels. Justement, tu évoques la place des puissances étrangères. J'ai envie de te demander à toi, René Bidias, quel est le lien en fait qu'il y a entre les ressources naturelles de la RDC et l'instabilité que je dirais peut-être même chronique qui sévit dans le pays?